Bonjour, vous qui habitez la région centre, vous êtes les bienvenus. Évidemment, l'émission d'aujourd'hui, dans sa deuxième partie, est un peu consacrée aux habitants de la région parisienne. C'est vrai, mais enfin, vous pouvez quand même vous déplacer pour venir assister au festival de jazz assez impressionnant qui sera à la fin de notre émission. Avant cela, ça concerne vraiment tout le monde, où qu'il habite. Les trésors, engloutis, les mers, les corsaires, des choses qui font rêver les adolescents, les enfants et les adultes qui ont eu le courage de rester un peu enfantins. Éric Surcouf, vous avez un nom formidable, un des plus beaux noms de l'histoire de France, lourd à porter un petit peu, et vous avez choisi de ne pas être comptable ou chirurgien, mais de rester un peu dans la tradition maritime de la famille, avec cette recherche de trésors. On peut faire un mot d'histoire pour les éventuels ignorants, il y en a toujours, qui ne sauraient pas qui était Robert Surcouf. Robert Surcouf était le plus grand corsaire en fait, français. C'était en fait le dernier corsaire français. On l'appelait le roi des corsaires. Il était né à Saint-Malo en 1773 et il est mort en 1827, donc à la fin en fait de la course. Et Robert Surcouf donc est mon arrière grand-oncle et il a surtout, je dirais, écumé l'océan Indien. Je suis en ce moment donc en train de monter une opération depuis quelques années sur les traces de Robert Surcouf, je dirais, dans son sillage plutôt. On sait exactement par où il est passé, vous êtes capable de retrouver, d'après les rôles des équipages, des traces, les différentes courses qu'il a effectuées? Ah oui, tout à fait. On sait d'ailleurs qu'il a capturé 47 navires, dont la plupart à l'abordage, et on sait exactement à quel endroit il a pris tel ou tel navire. Il y avait des journaux de bord qui étaient très bien tenus, parce qu'il ne faut pas oublier que Robert Surcouf était un corsaire, c'était pas un pirate. Pas un pirate, mais la nuance est importante. Et donc les corsaires étaient des gens qui devaient effectivement rendre des comptes à leur armateur, et c'était des gens qui avaient des lettres de marque, donc ils leur donnaient autorisation de prendre seulement les navires en guerre contre leur pays. Donc tout ça était très bien archivé. C'est-à-dire, le pirate travaille pour son profit personnel, le corsaire, c'est un marin tout à fait officiel. Oui, c'est un marin officiel, alors qu'effectivement le pirate est un brigand qui attaque n'importe quel navire, etc. Alors Surcouf effectivement est un corsaire. Et bon, moi je vais un petit peu sur les traces de mon aïeul, et je demande également, moi non pas des lettres de marque, mais des permis de concession, et je vais rechercher les vestiges, non pas à la surface comme lui, mais au fond des eaux. Alors, il n'y a plus maintenant les professions, vous savez, qu'on écrit sur les passeports, mais si on avait une, vous mettriez quoi? Bah écoutez, je peux pas mettre archéologue sous-marin parce que je ne suis pas un docteur en archéologie sous-marine, j'emploie des archéologues sous-marins. Je ne suis pas un chercheur de trésors non plus parce que c'est un métier à part et c'est un métier où vraiment les gens qui font ça cherchent uniquement, je dirais, c'est pour l'appât du gain, ils cherchent uniquement les pièces d'or, les pièces d'argent, les lingots. Bon, moi je suis, ce sera peut-être un petit peu long à écrire, mais disons je suis directeur d'un groupe international de recherche archéologique sous-marine. Ça veut dire que si vous voulez, donc ce serait très dur à écrire, sauf qu'il faut peut-être le condenser. Mais nous avons une démarche qui est une démarche scientifique. Nous avons des objectifs culturels, etc. Mais également, nous recherchons des épaves qui sont quand même très intéressantes au niveau de la cargaison. Donc, si vous voulez, c'est à mi-chemin entre les deux que j'ai cités. Mais alors, expliquez-moi, n'importe qui peut dès demain, s'il obtient les lettres dont vous parlez, se décréter chercheur de trésors et aller sur les sites. Comment ça se passe? Ça paraît incroyable. N'importe qui, oui, en principe, mais alors, enfin en théorie, disons. Mais en pratique, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir une équipe extrêmement compétente. Et il y a très peu de gens, surtout en France, qui sont capables, je dirais, de pouvoir montrer des curriculum vitae suffisamment sérieux pour qu'un gouvernement puisse décider de vous confier, en quelque sorte, de gérer une partie de leur patrimoine englouti. Parce que votre parcours à vous, c'est quoi? Vous avez une formation en la matière un Du peu tout. empirique? Tout à fait. Je suis un autodidacte complet. J'ai agi par passion et j'ai un jour décidé comme ça de me lancer à la recherche des trésors engloutis parce que c'était un peu dans mes chromosomes quelque part, et puis aussi parce que j'adorais l'histoire, j'adorais la mer. Donc c'est venu comme ça. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile. Il fallait avoir en plus une panoplie de matériel très sophistiqué, donc qui coûte en plus très cher. Et donc, n'importe qui ne peut pas se lancer comme ça. En plus, il faut faire des études en archives extrêmement poussées, qui durent des années quelquefois. Et puis, les permis de concession également demandent souvent des années d'attente. Donc, ça demande effectivement beaucoup de patience, beaucoup de passion, beaucoup d'argent aussi pour monter tout cela. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, nous sommes très peu de groupes. Mon groupe est parti, je dirais, des 5 ou 6 plus grands groupes au monde. Et il y a après une foule d'amateurs, mais qui souvent font ça un petit peu, je dirais, le week-end ou pendant les vacances. Alors, on vient de vous voir en raconteur d'histoire, comme vous l'êtes dans le livre. Maintenant, on va vous voir avec vos camarades en exercice de votre activité, donc en hardi plongeur, disons. Sur la côte ouest de l'île Maurice, dans le sud de l'océan Indien, Éric Surcouf cherche l'épave d'un vaisseau hollandais, le Province Unie, coulé par un cyclone en 1615. L'île Maurice, à cette époque, est inhabitée. L'épave devrait se trouver par 20 mètres de fond. Après 2 ans et demi de recherche, Éric Surcouf et son équipe découvrent les canons du vaisseau hollandais.
Il y a 375 ans qu'ils sont là, sur la barrière de corail. 1,5 tonnes de métal, 2,50 m de long. Leur forme est caractéristique des canons embarqués au XVIIe siècle à bord des vaisseaux de la Compagnie des Indes hollandaises. Cette épave, c'est bien sûr éclatée sur la barrière de récif, mais l'avantage qu'elle présente, c'est qu'elle se trouve non loin de la côte, premièrement. Deuxièmement, elle se trouve en face d'une petite rivière qui a apporté un certain nombre d'alluvions. Donc le sable a pu se mélanger avec de la vase. Et pour nous, c'est une très bonne chose, car ce milieu permet très souvent de pouvoir récupérer également des morceaux de coque du navire. Aucune recherche sous-marine et scientifique ne peut se faire sans un relevé topographique très précis des lieux du naufrage. Par la position des grappins, du lest du navire et de tous les objets qui ont été répertoriés, René Graillat, directeur technique des opérations, Éric Surcouf, met au point leur stratégie de recherche. La baie d'Albion devient un site archéologique. L'affaire est sérieuse, la Special Mobile Force, la police mauricienne, surveille les travaux. Il est vrai qu'Éric Surcouf est en contrat avec le gouvernement mauricien. Alors ce que nous allons trouver revient bien sûr en partie au gouvernement, c'est-à-dire qu'au départ tout appartient au gouvernement mauricien. Une part est gardée par le gouvernement mauricien, c'est-à-dire tous les objets uniques, et tous les objets en double seront partagés donc entre le gouvernement mauricien et moi-même. Ce type de serpent de mer tropical pullule dans la baie d'Albion. Sa piqûre est mortelle. Très rarement il attaque l'homme, mais cette fois-ci René, qui ne se rend compte de rien, l'a échappé belle. Notre caméra, probablement, a fait fuir le serpent. Il s'agit pour les chercheurs de délimiter exactement la zone de fouille. Les fonds sont passés au crible par le détecteur magnétique qui ne cesse de résonner. Présence de métal sous le corail à plus d'1 mètre de profondeur, des signes qui ne trompent pas. René doit analyser la qualité du sol. À moins 25 mètres, il effectue un sondage. Le travail est difficile. Le sable en suspension rend la visibilité très réduite. Au cours de cette opération de recherche préliminaire, plusieurs objets sont dégagés de leur linceul de sable. Un morceau de bois de la coque du bateau. Une ferrure de pont qui servait à relier le mât aux membrures du Province-Uni. Ça de partout, on a des échos. Tout est ahurissant. Toutes les compressions résonnent. Le chant du détecteur magnétique est une merveilleuse mélodie pour les plongeurs. René, Ali et Eric savent enfin qu'ils sont sur le bon coup. L'épave du Province-Uni est à eux. L'opération des grands travaux peut commencer. Les canons du Province-Uni sont dégagés de leur gang de corail. Un travail de titan, plusieurs mois de chantier. Un chantier, bien sûr, dans les règles de la recherche scientifique sous-marine. La moindre découverte prend valeur d'histoire. On ne connaît pas encore, aujourd'hui, la forme des voiliers hollandais de la flotte de Peterboth. Il reste tant de choses à découvrir. Ce qu'on voit justement, cette petite chose qui n'est peut-être pas d'une valeur énorme, mais une valeur sentimentale pour vous, je crois, Éric Surcouf. Hein. Bah oui, ça c'est en fait la première apparition que j'ai eue lorsque j'ai trouvé ma première porcelaine. C'est un petit oiseau qui est apparu au fur et à mesure. Je l'ai dégagé, j'ai dégagé la vase qu'il y avait dessus. Et puis bon, ça a une valeur effectivement très, très sentimentale. Je suis très attaché. Et alors cette deuxième chose, là vous avez trouvé pas loin, mais là on dirait qu'elle est toute neuve, c'est un truc de votre salle de bain. Ça. Et là effectivement, là attendez, on voit... comment ça marche voilà, de l'autre côté. Oui, c'est un petit oiseau aussi, on le voit, il est vertical. Ah oui, pardon, voilà. attendez, je me retourne l'oiseau pour petite bête. Et en fait finalement, vous voyez, c'est pour montrer qu'à moins d'1 mètre du premier, j'ai trouvé ce fragment on a effectivement l'impression qu'il sort encore du magasin. Il est tout brillant. En réalité époque, début du XVIIe, l'épave a coulé en 1615, mais la cargaison était antérieure. Donc ces fragments sont restés plus de 375 ans sous l'eau. D'accord.
On va montrer d'autres après, hein. Mais pour l'instant, je voudrais que vous me disiez une chose. C'est comment avez-vous la certitude qu'il y a ou pas présence d'épaves dans tel ou tel secteur? Sur quel fait vous basez-vous pour savoir où se situe ce que vous allez chercher? C'est uniquement sur le long travail en archives que donc les spécialistes de mon groupe font, et c'est en recoupant des informations, c'est-à-dire en recoupant les procès-verbaux du naufrage, les témoignages aussi des rescapés, les jugements. Quelquefois, un amiral perdait la flotte, il était obligé de rendre compte Ah oui. devant une cour, tout à fait. Puis on retrouve les inventaires, on retrouve beaucoup de choses, et en fait, on recoupe les informations et on essaie tout d'abord de voir si l'épave n'a pas été récupérée à l'époque, parce que ça peut arriver. Ça arrive de temps en temps, c'est assez rare. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une découverte? C'est forcément l'ancienneté ou c'est la rareté, la nationalité? Qu'est-ce qui... Bah, disons que déjà la valeur, il faut savoir quel sens vous donnez au mot valeur. Il y a valeur financière, mais ça c'est la valeur auquel effectivement le grand public pense en premier. Et puis il y a toute la valeur, je dirais, culturelle, Oui, historique, bien sûr, ça historique, compte, ouais. et puis sentimentale, etc. Des objets. Donc en fait, finalement, il n'y a pas vraiment, je dirais, pour nous. C'est sûr si on tombe sur une cargaison très richement chargée, on est très content. Mais c'est pas, disons, notre quête première. C'est pas là, c'est pas, disons, uniquement les lingots, les pièces, ce qui brille, les bijoux, etc. C'est aussi les objets usuels de bord, c'est aussi les instruments de navigation, c'est aussi les canons, les armes de poing, etc. C'est tout ce contexte qui fait ça permet de mieux connaître la vie des marins, comment ils se battaient sur la mer, comment ils vivaient, quel était leur environnement, en fait. Est-ce que c'est vrai, j'ai entendu dire plusieurs fois que gisait encore par le fond, quelque part, une bonne partie de l'or espagnol transporté par l'armada? Ah oui, bien sûr. Bah, vous savez, de toute façon... On sait où ou pas? Ah oui, tout à fait. On l'a pas ramené. On l'a pas ramené parce que, en fait, c'est un peu le même problème qui se pose pour la majorité des épaves, et surtout d'ailleurs les épaves que je vais chercher bientôt donc, dans l'océan Indien, c'est que le nombre de groupes existants au monde aujourd'hui est tellement restreint, et les sommes, je dirais, d'argent qu'il faut investir pour ce genre d'opération limitent en tout cas les recherches. Et aujourd'hui, on sait à peu près, je dirais que les épaves accessibles, c'est-à-dire jusqu'à 40-50 mètres aujourd'hui, il n'y a que 10%. En fait, aujourd'hui, qui ont été récupérés. Donc, il reste encore un potentiel énorme. Voilà. Bon, il y en a pour au moins une génération complète. De t'occuper là. Mais comme vous le disiez, vous n'êtes pas seul. On va voir quelques-uns des membres de la structure qui travaille avec vous. Depuis un mois, depuis que le chantier proprement dit a été mis en route, l'équipe s'est renforcée en hommes et en matériel. Un compresseur monté sur une barge alimente ce que l'on appelle dans le jargon des plongeurs une suceuse, élément essentiel dans la recherche sous-marine. Il s'agit en fait d'un énorme aspirateur sous-marin qui évacue en surface tous les sédiments aspirés. Pour les hommes, Louis Gorce, 52 ans, directeur des opérations, a rejoint l'équipe d'Éric Surcouf. Louis Gorce, un spécialiste des épaves post-médiévales, il signe avec le Province-Unie sa 11e épave. Il est reconnu pour son sérieux scientifique, mais aussi pour sa baraka, et il en faut dans ce curieux métier. Au total, une dizaine d'hommes, français, anglais, mauriciens, se relaient au fond de la baie d'Albion pour tenter de percer les secrets de l'épave engloutie, il y a 375 ans. Ça, Éric Surcouf, c'est quoi cette petite chose-là? Ça a l'air d'être un petit bracelet. En fait, pas du tout. C'était la monnaie d'échange pour un esclave. C'était trouvé dans une épave au large des côtes d'Afrique. Ah oui, monnaie d'échange? Oui. Un esclave, ça vaut ça? Ça valait ça, voilà. Un homme, une femme. Effrayant. Voilà. Une autre petite pièce, là, 100 réaux, je crois. Non, c'est 8 réaux. C'était la fameuse pièce de 8 qui a été en fait la pièce qui a été la pièce de base pendant près de 3 siècles, et qui a donné d'ailleurs un petit peu... Enfin, c'est grâce à partir de là que le dollar est né, entre autres. Mais disons que cette pièce, elle a une valeur sentimentale parce qu'elle a été trouvée sur l'épave du Saint-Géran. Et c'est l'épave qui a, en fait, à l'île Maurice, qui a inspiré Bernardin de Saint-Pierre pour écrire Paul et Virginie. Bon, alors c'est amusant, c'est ce côté un petit peu, cette histoire cachée dans des objets tout à fait anodins qui m'intéresse. Vous faites fortune, Éric Surcouf, ou pas? Je n'ai pas fait ce métier pour faire fortune, loin de là, sinon j'aurais monté une usine de roulement à billes, j'aurais fait autre chose. Non, j'ai fait ça par passion, j'aime la mer, j'aime l'histoire. C'est vrai que je peux tomber dans les mois ou les années à venir sur des cargaisons extrêmement riches, mais je pense que tout cet argent que je vais trouver, je le réinvestirai immédiatement dans mes opérations. Donc si vous voulez, c'est pas du tout, mon but c'est pas de faire de l'argent, c'est de vivre intensément une passion et essayer de la faire partager aux gens. C'est ce que vous faites avec le livre, là, mais est-ce que le plus beau souvenir de chercheur, ça serait quoi?
Pour moi, les plus beaux souvenirs, bon, il n'y a pas un particulier, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment fantastique, c'est le moment où on arrive sur les lieux pour la première fois, ce lieu qu'on a imaginé pendant des mois et des années quelquefois, et avant, juste avant qu'on se jette à l'eau, qu'on traverse en fait finalement ce miroir, un peu comme Alice au pays des merveilles, si vous voulez, où on sait que dans une minute on va toucher le premier canon, la première rancre. On est là, on est autour de ces récifs, de ces collines près de la côte, et on revit pleinement, je dirais, le naufrage, qui était en fait une tragédie terrible, et on le revit pleinement, et c'est un moment d'intense émotion qui, je crois, vaut tous les trésors du monde. Et un bateau envoyé par le fond par Surcouf, ça aurait une connotation particulière pour vous? Bah, disons que oui, bien sûr, mais le problème c'est que mon ancêtre était corsaire et non pas pirate, oui, bah, et donc, il essayait... on les capturait, je sais bien, mais voilà. ça lui arrivait dans un combat, non? À ma connaissance, ça lui est pas arrivé. À ma connaissance, il essayait toujours de privilégier enfin, le fait de capturer le navire et de le ramener, et c'était en fait une valeur marchande pour lui, donc ça faisait des bénéfices encore plus importants. C'est déjà un très bon homme d'affaires à l'époque. Hein. Bon, moi je capture votre livre, La mer en héritage. Vous restez encore avec nous un peu. Merci beaucoup, Surcouf. Le prochain départ, c'est pour quand? La prochaine opération, c'est la plus grande opération réalisée au monde. Ça sera à l'automne 92 sur toute la zone occidentale de l'océan Indien. Mais là, il y a 35 épaves. Là, c'est une autre aventure extraordinaire. J'espère qu'on en reparlera. Ça fait un peu rêver. Merci beaucoup. Je vous en prie.